Alors Patrick Bruel, bonjour, merci d'être sur les ondes de Radio JM ce matin. Vous êtes dans une école primaire, l'école de la Roseraie, dans le 7e arrondissement de Marseille. Pourquoi être venu à la rencontre des jeunes Marseillais ce matin et surtout d'où vous est venue cette idée? C'est la continuité enfin, c'est une longue continuité parce que, bien sûr, c'est la continuité de la chanson qu'on a écrite qui s'appelle l'Instit, qui est un hommage à l'instituteur, à l'institutrice, au transmetteur, à celui ou celle qui donne les premières clés aux enfants pour entrer dans la société, qui va donner l'ouverture sur la lecture, l'ouverture sur la culture, sur l'expression, sur le libre arbitre, sur la discussion, voilà, sur la controverse. Et c'est vrai que c'était amusant, puisque c'est aussi un hommage à ma maman qui était institutrice, mais c'était amusant d'aller dans les classes, d'aller rencontrer des élèves, d'aller parler un peu avec eux pour voir où ça se situe aujourd'hui, le rapport à la lecture, qui est devenu très complexe aujourd'hui, de par les propositions des réseaux sociaux, les tablettes, les jeux, la télévision. Pour consacrer du temps à la lecture, il faut une sacrée motivation. Et donc, quelle est la manière de les motiver en même temps, et eux, quelle est leur manière comment est-ce qu'ils appréhendent ça? Parce qu'on ne dit pas à quelqu'un, il faut absolument que tu lises ça. Ça ne sert à rien. On le sait. Vous comme moi, vous êtes institutrice. C'est quelle a été mon émotion quand je l'ai lu et quelle chance tu as de peut-être rencontrer cette émotion, quelle chance tu as peut-être de rencontrer un nouvel ami, puisque comme le dit la chanson, un livre peut être un ami, parce que dans ma vie, moi j'ai eu des livres qui ont été des amis, des compagnons de route, comme ça a été votre cas j'imagine. Voilà, et c'est vrai que notre première expérience à Bordeaux a été riche d'enseignements, et puis surtout c'est le plaisir de poser des questions et de recevoir des questions de ces enfants qui sont extrêmement pertinents, inattendus. Vraiment, ce sont des moments formidables. Ce qui est intéressant en plus, c'est que la plupart des élèves que vous allez rencontrer ne vous connaissent pas en tant que chanteur, en tant que superstar, entre guillemets. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout la même génération. Vous allez rencontrer des élèves de CP, de CE2. Cela vous plaît de ne pas avoir ce rapport de chanteur à fan et de vous présenter à eux un petit peu comme un instituteur finalement? Oui, il y a les deux en même temps, parce que avant d'entendre parler de moi, en effet, ils ne me connaissent pas. Mais depuis qu'ils savent que je vais venir, il y a les parents qui les abreuvent de chansons et d'historiques. Et puis surtout, ils apprennent la chanson. Et donc c'était très touchant. Je ne m'attendais pas du tout à ça l'autre jour. Peut-être aujourd'hui ça va être différent. Mais quand les enfants se mettent à chanter la chanson avec moi, et puis à me poser des questions sur ce que j'ai pu faire, sur des films dans lesquels j'ai tourné, c'était assez émouvant, mais il y a eu des questions bien plus profondes que ça, hein. C'était un vrai échange. Vous-même, vous auriez aimé être instituteur? Probablement, moi j'ai un tel goût de la transmission et de la pédagogie. Oui, on est tous quelque part des instituteurs, on est tous à un moment donné l'instituteur de nos enfants, sans jamais chercher à se substituer à l'instituteur, parce que c'est pas exactement le même rôle. Mais le rôle de complémentarité que ça représente, oui, bien sûr. Mais en tout cas, transmettre, apprendre, c'est pour ça qu'on est là, hein. Notre mission première et essentielle. On va s'arrêter sur ce titre, l'Instit, que justement les enfants ont appris aujourd'hui, que vous allez décortiquer, analyser à leur côté. Qu'est-ce que les enfants sont censés comprendre de ces paroles? Deux choses fondamentales. La première, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un instituteur ou d'une institutrice, de l'amour que l'instituteur ou l'institutrice peut, peut offrir, l'amour de son travail, l'amour de cette transmission. Et il faut donner envie aussi à l'instituteur de transmettre. Donc ça passe par le respect, ça passe par l'attention, ça passe par le plaisir de recevoir. Ça, c'est la première des choses. Et puis, c'est le rapport au livre. Ce livre qui est un ami, qui est un compagnon de route, qui peut en effet changer une vie. Et dans le livre, il y a souvent
beaucoup, beaucoup de choses. Et on a tous en nous un livre ou deux livres qui ont bouleversé un peu notre trajectoire. Donc c'était intéressant de parler avec eux de ça. Justement, il y a quelques jours sur Instagram, vous avez demandé à vos followers quel livre avait changé leur vie. Et vous, Patrick Bruel, quel livre, s'il devait y en avoir qu'un, a changé votre vie? Il ne peut pas y en avoir qu'un, en fait. C'est là où j'ai compris la limite de ma question, puisque dans les réponses des followers, justement, à chaque fois, c'était on ne peut pas sortir un livre. Alors, il y a eu des livres qui ont bouleversé mon parcours, certainement. Est-ce que je dois en sortir un? Difficile, hein, difficile. Bien sûr, quand ma mère m'emmène voir L'Idiot de Dostoïevski, j'avais 6 ans, donc ça m'a donné envie de lire Dostoïevski, ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Derrière, j'ai lu les frères Karamazov. Mais ensuite, je découvre Roméo et Juliette, mais à travers Roméo et Juliette, mais pas à travers un film. Donc du coup, je lis la pièce, et ça me donne envie de relire, enfin de lire, de découvrir Shakespeare, mais j'avais 10 ans. Ensuite, Molière arrive par là. Et puis après, tout ce qui nous est proposé au lycée, hein, tout ce qui est au programme, c'est-à-dire Balzac, Zola, Stendhal, entre autres. Et puis ensuite, la littérature plus moderne, plus contemporaine, que ce soit française ou américaine. Voilà, ça va de Isaac Bashevis Singer à David Fonkinos, par exemple, pour ne pas le citer, ou Amanda Stairs, qui écrit définitivement de très beaux livres. J'imagine. C'est un hommage évidemment à la profession d'enseignant, vous l'avez dit, mais c'est aussi évidemment un hommage à votre maman qui était institutrice, on l'a appris. Pourquoi avoir voulu mettre en lumière cette profession qui aujourd'hui malheureusement n'attire plus les vocations? C'est un fait aujourd'hui, devenir enseignant, ça devient plus compliqué. Les jeunes sont moins attirés par cette profession. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Mais j'ai envie de leur dire que c'est le plus beau métier du monde, que ce sont les clés pour permettre à nos enfants d'entrer dans la société. Mais j'ai envie de dire aussi aux institutions, j'ai envie de dire aussi aux enfants, aux parents, que pour redonner envie aux gens d'être instituteurs ou institutrices, il faut leur montrer qu'il y a du respect, que c'est une profession respectée et qu'on a conscience de l'utilité de cette profession. C'est dans les deux sens que ça se passe. On le voit, Patrick Bruel, aujourd'hui, vous vous investissez auprès des enfants, de la jeune génération. Comme vous vous êtes investi et vous vous investissez toujours auprès de la communauté juive, vous avez été le parrain de la Tzedaka en 2022, vous êtes venu à Marseille aussi, vous avez répondu à l'appel du Fonds social juif unifié et du Casim Marseille pour venir rencontrer des donateurs. Partager, donner, ce sont des valeurs qui vous portent aujourd'hui en tant que chanteur? En tant qu'être humain depuis toujours, en tant que chanteur, ça relève de ma notoriété. Ma notoriété, je la dois bien à quelque chose. Et donc c'est juste le sens de la redistribution. C'est juste redonner un peu de notre temps, notre énergie, si ça peut être utile, si ça peut avoir une résonance. Il n'y a pas à hésiter. Ouais. C'était très émouvant à Marseille, hein, dans cette maison, la rencontre de ces survivants de l'Holocauste, ces discussions avec cette dame qui approche des 100 ans. Denise Toros-Marter? Oui, elle est bien. Oui. On lui Elle souhaite. est toujours là On a rendez-vous. Et elle continue à aller dans les écoles, un peu comme vous aujourd'hui. Elle a rendez-vous. On a rendez-vous avec elle. Pour porter cette voix. Je vais faire un petit écart, on va revenir un petit peu sur ce voyage que vous avez fait en Algérie avec votre maman. Vous savez qu'à Marseille, beaucoup, comme vous, sont nés en Algérie, sont nés à Oran, Alger, Tlemcen, Constantine, et beaucoup appréhendent un retour sur leur terre de leur naissance. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens qui hésitent encore à retourner sur cette terre, par rapport à l'expérience, bien sûr, que vous avez vécue aux côtés de votre maman? J'ai vécu une expérience merveilleuse. Je suis si heureux de l'avoir fait. J'aurais porté ça comme un fardeau de ne pas y être allé, de ne pas y être retourné avec ma mère. Je vous conseille de tout faire pour essayer d'y retourner. Je pense que, quelle que soit la nature du voyage, il y aura énormément d'émotions et que c'est dommage de passer à côté d'une telle émotion. Et puis parfois, c'est peut-être un cadeau à faire à vos parents, vos grands-parents, s'ils sont encore là. Donc, je pense que le gouvernement algérien aujourd'hui a très envie de cette ouverture. Donc,
Les Algériens aussi. Et si on en profitait. Et les Algériens m'ont fait un accueil absolument extraordinaire, que ce soit les Algériens d'Algérie ou que ce soit les Algériens ou les Franco-Algériens de France qui m'ont signifié par une affection quotidienne. Encore ce matin, ici à Marseille, dans la rue, quelqu'un qui m'a fait un clin d'œil en me disant alors bientôt à Tlemcen. Enfin, tous les jours, hier à Paris, pas tous les jours on me signifie à quel point ce voyage a été important et j'en suis tellement heureux. Est-ce que vous avez prévu une tournée en Israël pour votre nouvel album ? On va voir, une tournée non, mais il y aura sûrement des concerts bien sûr. Alors on rappelle que vous êtes en tournée dans le sud de la France le 23 mai 2024 à l'Arena de Montpellier, le 24 mai 2024 au Dôme à Marseille, ici quand même, et enfin le 25 mai au Palais Mikaï à Denise. Dans un peu plus d'une semaine, c'est la fête de Pessah. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs de Radio JM ? Parce qu'on est un peu communautaire des fois. Ça fait beaucoup de bien de ne pas manger de pain pendant une quinzaine de jours. C'est très très bon pour la santé. Et puis c'est une très belle fête, probablement la plus belle de nos fêtes. Et j'aime qu'on raconte la sortie d'Égypte, qu'on la recontextualise. J'aime les traditions, j'aime cette galette qu'on coupe en deux, j'aime ces enfants qui la dérobent, j'aime ce que ça raconte, j'aime le côté familial, que tout le monde lise, j'aime que ce soit en hébreu et que ce soit en français, pour qu'on comprenne, qu'on explique bien ça. Voilà, moi j'ai toujours aimé ce moment, c'est vrai que mon grand-père, qui était plutôt laïque que religieux, avait tendance à aller très très vite sur les fêtes, et je me souviens de moi, à l'âge de 8 ans, en train de dire « Mais je veux entendre la sortie d'Égypte en entier !» C'est toujours le cas aujourd'hui ? Toujours, oui, j'aime beaucoup ça. Je trouve la Haggadah, c'est une page très importante, vraiment. Et elle dit beaucoup de choses. Sachez que Radio JM fête ses 40 ans, 40 années d'existence. Donc, si vous voulez bien souhaiter un bon anniversaire à la radio. Mazel Tov. Un grand Mazel Tov à Radio JM. Et puis moi, j'ai un petit cadeau pour vous, c'est une clé USB. Il se trouve que moi j'ai réalisé un documentaire, j'ai ramené mon père et mes oncles en Algérie il y a quelques années. Et j'en ai fait un film et je voulais vous l'offrir aujourd'hui. Ah, avec plaisir, merci beaucoup. J'espère qu'il vous touchera. Ben oui, vraiment, merci beaucoup. Et les couleurs de l'arc-en-ciel, comme autant de petits rameaux, pour se construire une grande échelle. Elle leur a donné l'ABC, leur offert des récitations à tous ces enfants mal armés, en guise de petites munitions. Elle leur a parlé de tous les livres, elle leur a appris toutes les lettres, pour devenir des hommes libres et se fabriquer des fenêtres. Et même le dernier des camps, écoutez la chartreuse de Parme, elle faisait une main tachetante et une main qui ne tient pas là. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il y a de voyous, des gens qui n'ont rien appris. Aujourd'hui je penserai à toutes les vies qu'elle a changées, avec ses consonnes, ses voyelles et toutes les phrases qu'elle a semées. La voilà à son bureau, la tête penchée sur le côté, en train de réparer en rond, comme soigneur et blessé. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il y a de voyous, de des gens qui n'ont rien appris. Cette maîtresse, c'était ma mère, de leur train de partager. Je me sens vivre, je sais faire, que je n'ai jamais rencontré. Fleur libre et fleur sauvage, que la vie puisse les arroser. L'amour, le savoir et l'ouvrage, autant que le jardin peut commencer. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Elle leur apprenait.
peut-être un ami,